Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux à cette conférence qui est donc consacrée à la prévention des risques psychosociaux et à cet objet plus large qui est la qualité de vie au travail. Alors, avant de commencer de rentrer dans les témoignages, dans l'analyse, je voulais juste demander à tous nos participants que vous aviez à présenter quelles sont leurs réactions à ce sondage. Est-ce qu'il y a des chiffres, est-ce qu'il y a des réflexions qui vous ont plus particulièrement frappé? Sylvie Brunet, peut-être? Et bonjour. C'est très intéressant, d'abord parce que ça, de façon beaucoup plus, je dirais, étayée, ça explique des choses qu'on ressent et qu'on entend. Et donc, simplement, moi, il y a deux constats principaux que je me suis fait. Déjà, la notion de multifactoriel, de la même manière que sur le sujet des risques psychosociaux, c'est le premier constat qu'on fait, c'est multifactoriel, ce qui rend la chose complète. On voit de la même façon que tout ce qui est bien-être au travail et l'inverse, le mal-être, ce sont toujours des éléments multifactoriels, ce qui rend le sujet compliqué. La deuxième réflexion que je me suis faite, c'est que ça met à mal quelques idées reçues, quand même aussi, notamment un sujet qui est majeur en France sur l'aspect, par exemple, non titulaire dans la fonction publique. On pourrait penser qu'à l'inverse, c'est plutôt quand on est dans un statut établi, CDI ou fonctionnaire, temps plein, qu'on est le mieux. Alors, ça ne veut pas dire que parce qu'on est en situation précaire, on va être peut-être mal aussi, mais quand même, on entend très souvent ce fait-là. Et je le confirme, parce que j'ai été DRH dans le public, dans la fonction publique territoriale, et j'avais effectivement beaucoup plus de situations de mal-être sur des titulaires que sur des non titulaires. Donc, voilà, c'est un peu les deux réflexions que je me suis faites. Carbo, la misère. Oui, alors bonjour. J'ai trouvé en tout cas c'était vraiment très très intéressant cette approche parce que, sans anticiper sur ce qu'on va se dire après, du coup vous avez quand même déjà commencé à démontrer qu'il n'y avait pas de corrélation immédiate entre les RPS et la qualité de vie au travail. Alors, en parlant de l'ANACT et défendant beaucoup le modèle de la qualité de vie au travail, on travaille aussi beaucoup sur les RPS, on me dit c'est pas la même chose, c'est pas juste un changement de terminologie. Je pense que vous avez fait un bon début de démonstration sur le fait qu'il n'y a pas de corrélation immédiate, c'est pas la même chose, on ne parle pas de la même chose, il y a des liens. Il n'y a pas de corrélation, on ne parle pas de la même chose, et donc on ne va pas mobiliser, on y reviendra sûrement tout à l'heure, les mêmes dispositifs, les mêmes appareillages dans l'entreprise quand on lutte contre les RPS, quand on fait de la qualité de vie au travail. Donc ça me paraît extrêmement intéressant. Et puis alors après, je vous remercie parce que du coup, ça m'a permis, ça fait quand même quelques années que je travaille sur le sujet, et en relisant votre étude dans le train, tout à l'heure je la relisais, et finalement je me suis dit, il faut quand même que j'écrive ça parce que ça m'a inspiré la chose suivante. Je me suis dit finalement, et on voit bien la différence entre justement RPS et qualité de vie au travail, je me disais dans un premier temps, quand on regarde ces facteurs de stress que vous mettez en évidence dans l'étude, alors mon analyse, mais qui rejoint quand même celle qu'on fait depuis quelques temps, c'est qu'il y a vraiment eu une mise en tension croissante des organisations, je pense, dans les entreprises, qui s'est traduit par une réduction des moyens et des ressources. Ça apparaît, à mon avis, ça se dit bien de votre étude, depuis un certain temps, mais donc une réduction des ressources, donc une mise en tension du management, ce qui explique une des raisons pour lesquelles aujourd'hui on parle tant du rôle du manager. Le manager qui va évidemment avoir un effet sur les managers et qui va aussi lui subir cette pression consécutive à la mise en tension. Moi je me rappelle au moment où vous avez fait allusion au plan d'Arcos en 2009, j'étais au cœur du sujet à ce moment-là, j'étais à la DGT et je me souviens beaucoup des DRH qui viennent me voir en me disant mais c'est bien parce qu'on est au taquet. Ça m'a vraiment beaucoup marqué cette phrase. On est au taquet des organisations. Moi, je ne peux plus, m'avait dit un DRH de très très grosse entreprise, je ne peux plus rien faire en termes, pour aller dans le sens de l'optimisation des organisations sans atteindre la santé des salariés. Je suis au taquet. Et ça m'avait beaucoup marqué. Donc, une mise en tension qui est très 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 forte. Et ces facteurs sont contrebalancés par pas mal de choses, notamment le support social. Et ce que j'ai trouvé intéressant sur ça, c'est la partie RPS. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans l'étude, c'est qu'en termes de ressources, parce qu'on va plus sur la question du bien-être, on a l'impression finalement que les salariés commencent à intérioriser ces données. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'il y avait la mondialisation, tous ces discours que l'on tient sur l'obligation d'obtenir la performance de la productivité. Donc les salariés l'ont intériorisé et que finalement, aujourd'hui, ils ont compris que les organisations, encore une fois, s'optimisaient, que donc c'était plus tellement en termes de ressources et de marge de manœuvre, même si ce sont les basiques, mais qu'ils avaient le plus de prise. Et que ça allait se jouer sur la qualité du management, la culture et les valeurs, les perspectives de mobilité, la qualité de la gouvernance, la communication interne, et encore une fois le support social. Donc on voit bien encore une fois qu'on n'est plus dans les risques psychosociaux, on n'est plus dans une question de CHSCT, on est dans une question de ressources humaines et de management d'entreprise. Voilà.
Et puis après, il y a 2-3 choses qui ont été dites par un monsieur mais je pense que j'y reviendrai tout à l'heure, mais je suis assez d'accord avec vous sur j'ai toujours dit qu'il y avait un immense trou noir entre ces données-là et le plan d'action, c'est-à-dire que ces données sont très utiles parce qu'elles servent d'indicateur et permettent aussi de prioriser les choses, mais ça ne fait pas le plan d'action. Et après, il faut forcément faire du qualitatif, il faut aller voir ce qui se passe sur le terrain très concrètement pour pouvoir faire un plan d'action. Mais on a besoin de cette passe-là qui est un peu la passe catharsis. Claire Rousseau, qu'est-ce qui vous a particulièrement interpellé? Écoutez, j'ai retrouvé dans la restitution et donc les résultats de cette année quelques éléments qui nous avaient caractérisés quand on a fait l'exercice en 2012. Principalement, il y avait le travail, la dimension culture et valeurs. Je vous expliquerai l'histoire un petit peu d'Aude Paris, mais il y avait cette dimension-là d'essayer de retrouver un socle commun à l'ensemble des collaborateurs qui venaient d'origines différentes. Les questions d'organisation et de fonctionnement ont été particulièrement prégnantes et c'est vrai qu'on le retrouve à la fois sur les facteurs de bien-être, mais aussi sur les facteurs de stress. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment dicté notre plan d'action, parce qu'on avait bien décelé que c'était là-dessus qu'il fallait agir. Et on voit que les résultats, effectivement, reprennent cette dimension. L'aspect managérial également est essentiel, quel que soit le niveau. On avait peut-être, nous, une dimension plutôt top management qui était importante, avec des résultats sur la relation manager de proximité plutôt meilleure, mais on sent bien qu'il nous fallait travailler aussi sur les deux dimensions. Donc je retrouve quelque part dans ces résultats globaux des éléments qui nous ont caractérisés et qui ont dicté notre plan d'action par la suite. Bonjour à tous. Alors moi je vais être beaucoup plus macro. Déjà moi je suis extrêmement friand de ce genre de restitution car ça permet d'avoir une cartographie complète sur un panorama de la situation française. Par contre j'étais assez étonnée sur le fait que la direction et les cadres dirigeants étaient en situation de stress, voire de mal-être pour certains. Alors moi je vous confirme que je suis DRH, je suis extrêmement heureuse dans mon poste, je suis effectivement un peu stressée. Donc c'est intéressant de voir que les deux ne sont pas forcément liés, qu'on peut être en situation de bien-être et en même temps être stressé. Par contre, je voulais aussi faire beaucoup de recul en disant que globalement, moi je suis assez surprise aussi, c'est que malgré la morosité ambiante, malgré le fait qu'on est en situation de crise, globalement, moi on pourrait se dire on aurait pu s'attendre à pire. Alors certes, il faut toujours être optimiste, ambitieux et se dire il y a des choses à améliorer, effectivement, mais globalement, voilà, les collaborateurs français, dans leur moyenne, sont plutôt bien heureux à leur place de travail, sont par contre beaucoup plus stressés, effectivement, on va voir peut-être pourquoi, mais c'est toujours l'intérêt de faire une cartographie et une enquête pour objectiver un petit peu tout ça. D'accord, très bien. Alors Marie-Pierre Benazzi, vous gardez le micro. Donc vous êtes DRH chez Vente Privée, c'est une société qui commence très très vite. Là, vous avez mis en place un audit socio-organisationnel. Alors est-ce que vous avez géolocalisé, comme vous avez dit, les tensions en entreprise? Est-ce que vous êtes limité au constat ou est-ce que vous travaillez régulièrement sur... Alors en fait, effectivement, on a fait l'enquête il y a un an, exactement, donc on a un an de recul. Déjà, venteprivée.com, pour vous situer un peu dans le contexte, entreprise de e-commerce, donc de très forte croissance, rythme soutenu. Qu'est-ce que je pourrais vous dire également? Entreprise où les collaborateurs sont extrêmement jeunes, donc c'est assez atypique. Donc une juniorité à la fois dans le management et dans les collaborateurs. Population aussi formée. Et donc du coup on pourrait se dire, bon ben voilà, tout va bien, tout va très bien, ils sont forcément heureux, pourquoi ils ne seraient pas heureux? Et donc du coup on peut se dire, ben voilà, effectivement, entreprise conviviale, ils sont passionnés par leur métier, donc pas de situation particulière, mais justement on s'est dit, finalement peut-être que cette juniorité fait aussi que ça peut y avoir des zones de tension, aussi entreprise extrêmement mouvante, parce qu'il faut toujours s'adapter aux besoins des consommateurs et de la société, donc du coup, changement d'organisation perpétuel. Donc peut-être que si c'est un facteur d'instabilité, et on s'est dit, voilà, on a des perceptions, on a des croyances, le mieux c'est de faire une enquête. Donc voilà, on a convaincu la direction de faire cette enquête. Vous l'avez limité au siège? On l'a limité au siège, effectivement, donc c'est quand même plus de 1000 collaborateurs. Et donc c'était l'idée de se dire, bon voilà, il n'y a rien de mieux que d'écouter les collaborateurs sur ce qu'ils ont à nous dire concrètement et poser toutes les questions
de manière à avoir encore une fois, une photographie la plus exacte et la plus fiable possible. Alors je ne vous cache pas que c'était pas évident, hein, parce qu'on se dit, peut-être qu'ils vont pas jouer le jeu, peut-être qu'ils vont répondre des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. En fait, non, ils ont été complètement transparents, ils ont vraiment joué le jeu. Donc ça, je tiens à vous dire qu'il faut vraiment avoir confiance dans ces collaborateurs. Ils ont été complètement honnêtes et transparents. Et surtout, je pense qu'ils ont extrêmement apprécié qu'on leur pose la question, qu'on les écoute, qu'on leur dit, on s'intéresse à vous. Donc c'est déjà un premier gage de reconnaissance. On vous pose la question, on a besoin d'avoir votre feedback. Donc voilà, si on veut travailler ensemble, rien ne vaut d'avoir votre rapport. Donc on a fait l'enquête. Alors contrairement à ce que vous a présenté Peter, nous on n'avait pas 12 facteurs, on avait 19 facteurs. On s'est dit, mais quitte à poser des questions autant que le plus large possible pour avoir le plan d'action ensuite le plus approprié. Donc 19 facteurs. Globalement, l'entreprise elle est bien, les collaborateurs sont extrêmement mobilisés, ils y croient, ils sont à fond, ils sont heureux, ils sont pour certains effectivement un peu stressés, donc ça a effectivement permis, grâce à la géolocalisation, de détecter sur certains services qu'on était extrêmement fins dans l'analyse. On avait un rapport de 230 pages qui avait été épluché, compilé, consolidé, donc ça prend un petit peu de temps. Mais du coup, grâce à ça, ça a permis de voir un petit peu où étaient les zones de tension, où étaient les zones de mal-être éventuel, donc pour être au plus près des collaborateurs au niveau des réponses. Donc plan d'action, donc 19 thématiques. Forcément, on ne peut pas tout faire, hein. Donc il faut prioriser, même si on se dit, forcément, il faut qu'on soit mieux. Donc on a priorisé sur des thématiques qu'on a fait sur 3 mois, 6 mois, 1 an ou 24 mois. Et sans les citer les 19, quelles étaient les thématiques? Alors globalement, on en retrouve effectivement dans ce qu'a pu présenter Peter. Il y avait le support social, ça c'est effectivement extrêmement important, cette proximité avec les collaborateurs. Bien sûr, tout ce qui était écoute, le management, c'est essentiel. On a beaucoup de choses sur le management. Même si nos managers sont jeunes, sont en proximité avec nos équipes, ils ont parfois des postures qui ne sont pas forcément appropriées parce qu'ils n'ont pas été, c'est pas inné d'être manager, donc il faut vraiment les accompagner dans leur prise de fonction et leur rôle de manager, leur dire ce que c'est qu'un manager, tout simplement, qu'est-ce qu'on attend d'eux, c'est pas forcément évident. Donc beaucoup de choses à mettre en place. Plan d'action très concret avec les collaborateurs co-construit. Et ce qui est important aussi, c'est que tous les 6 mois, du coup, je leur fais une restitution. Je dis, j'ai pris des engagements envers eux, donc j'ai fait un plan d'action que j'ai partagé, encore une fois en toute transparence et honnêteté, et voilà où j'en suis aujourd'hui. Alors, il y a des choses qui ont avancé plus rapidement que prévu, d'autres un peu moins, parce qu'on a rencontré des difficultés, mais du coup, je fais une restitution auprès des collaborateurs pour dire, ça a bien marché, ça a moins bien marché, j'ai besoin de vous, comment on peut travailler ensemble, et ça, du coup, ils sont effectivement extrêmement friands de ça. Et quelles étaient les populations les plus en tension? Alors, très clairement, c'était pour moi une découverte parce que je ne pensais pas que c'était. Alors, encore une fois, je vous dis, dans le privé, on évolue extrêmement vite, on change beaucoup d'organisations, ça va très très vite. Et tout compte fait, les populations qui étaient les plus en situation de mal-être, avec beaucoup de guillemets, parce que, encore une fois, ils ne sont pas en RPS en tant que tels, c'était les populations, donc les services sur lesquels on avait conduit des changements, on avait opéré des changements d'organisation et qui peut-être, sans doute, vu les résultats, n'avaient pas été assez accompagnés, assez expliqués. On n'avait pas donné suffisamment de sens à ces changements d'organisation et de fonctionnement. Encore une fois, on avait un esprit start-up qu'on essayait de garder. Donc plus de start-up à 2000, parce qu'on change les 2000. Donc effectivement, on change en termes d'organisation, de mode de fonctionnement. Et ça, il y a des collaborateurs pour lesquels c'est extrêmement important d'expliquer, de prendre le temps, de mettre un mot à tout ça et de trouver surtout un sens. Et quelle a été la place des partenaires sociaux dans toute cette démarche? Est-ce que vous les avez associés en amont? Pas du tout, parce que ça va être le cas après. Alors on a des partenaires sociaux qui sont extrêmement jeunes aussi, pour le coup. Parce qu'on a des élections professionnelles. Exactement, qui sont extrêmement récentes, qui ont eu lieu du coup en 2013. Donc on essaie de les associer. Ce ne sont pas forcément des sujets sur lesquels ils sont complètement encore formés. Bon, on essaie de leur dire qu'ils ont aussi bien sûr un rôle à jouer dans la mobilisation des collaborateurs, dans l'explication aussi qu'on pourrait donner sur ces changements-là. Donc oui, sur certaines thématiques, bien sûr, qui sont forcément associées. Voilà. Et vous pensez faire à terme, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui, on va y revenir du 19 juin à la Convention internationale, est-ce qu'à terme, vous pensez faire un accord sur la qualité de vie au travail chez l'entreprise? Alors, en toute sincérité, aujourd'hui non. Aujourd'hui non, parce que mais complètement, on est sur les contrats de génération, entre autres. Donc on a beaucoup de négociations. Par contre, je voudrais vraiment donner le temps de finir le plan d'action, parce qu'on a à peine un an de recul, donc on a encore plein de choses à faire, parce que je dis un an,
c'est quand même quelque chose qui, même si tout va très vite chez moi privé, c'est voilà, on a une charge de travail qui est assez conséquente. Je n'aurais pas arrêté en cours de route les actions qu'on a mises en place, donc je voudrais vraiment aller jusqu'au bout, pour voir quelles étaient les choses encore à optimiser. Donc une fois qu'on aura fait ce travail-là en profondeur, sans doute qu'on aura suffisamment de recul pour faire imaginer un accord. Je trouve ça un peu prématuré. D'accord. Alors, on reste dans l'entreprise. Claire Rousseau, vous, chez Paris, vous n'avez pas du tout les mêmes problématiques. Vous avez aussi mis en place une enquête de climat social au sens large. Mais alors, vous, c'est plus sur des changements organisationnels, la conduite du changement. Vous pouvez vous expliquer votre démarche? Oui, alors juste un petit rappel de contexte. Haute Paris, en fait, est issu de la fusion de 4 entités que nous avons fait dans un délai très rapide, puisqu'il s'agit de la remunicipalisation du service de l'eau à Paris. Et donc, après une décision politique prise en 2008, nous avons absorbé au 1er janvier 2010 de l'ordre de 300 salariés et repris une activité qui n'existait pas du tout à l'époque de la SAGEP. Donc c'est à la fois l'addition d'entités et de salariés d'horizons différents, l'addition de métiers différents, et tout ça dans un délai extrêmement rapide, conjugué à un passage entre une gestion privée et une gestion publique, puisque nous sommes passés sous la forme d'établissements publics, donc soumis au code des marchés publics, de la comptabilité publique. Donc une révolution administrative en termes de fonctionnement qui a complètement perturbé l'ensemble de l'organisation et les collaborateurs. Donc devant une situation, je dirais des suspicions, des expressions de malaise, de risques psychosociaux, effectivement la direction générale a pris la décision de faire cet audit social et organisationnel. Donc nous avons réalisé en 2012 et qui a effectivement révélé une situation de mal-être un peu supérieure aux chiffres que l'on peut trouver au plan national. Ce qui importait beaucoup, c'était d'une part effectivement de donner la parole à l'ensemble des salariés. Nous sommes un peu plus de 900 salariés aujourd'hui. Donc c'était donner la parole à tout le monde, cette expression de malaise s'exprimant par des canaux qui n'étaient pas forcément aussi clairs, aussi précis. Donc c'était donner la parole, dire vous avez des choses à nous dire, on vous écoute. Donc ça c'était déjà le premier temps. De pouvoir aussi objectiver, c'est-à-dire se placer par rapport aux autres organisations, par rapport à d'autres organisations qui étaient également en profonde transformation, parce que ça, je dirais, ce que nous avons vécu ces dernières années, d'autres entreprises qui sont en profonde mutation vivent des choses similaires. Dire également, pouvoir objectiver les raisons qui étaient manifestement derrière ce sentiment. Et c'est là où on a effectivement pu sortir un certain nombre, ou faire émerger un certain nombre de leviers d'action assez immédiats, donc les fameux quick wins, que nous avons effectivement identifiés dans le cadre d'un plan d'action que nous avons démarré aussitôt après. Nous sommes encore dedans. On a à peu près 18 mois de travail, mais les actions les plus importantes ont été prises en charge. Il s'agit d'abord d'offrir des réponses aux situations de mal-être, donc en mettant en place une plateforme d'écoute pour les salariés, pour les trouver dans cette situation, en recrutant un assistant social également, qui est présent pour l'ensemble des salariés. Ça, c'était pour apporter des réponses rapides sur ce volet-là, mais après, il y avait tous les leviers pour améliorer le bien-être. Et le levier principal, c'était améliorer très rapidement le fonctionnement de l'entreprise et essayer de simplifier justement ce fonctionnement administratif qui s'était énormément alourdi. Sylvie Brunet, alors vous venez
Kelly, vous êtes vice-présidente de la FDRH, en charge de la commission formation professionnelle. Vous étiez en charge de la commission qualité de vie au travail. C'est un sujet que vous connaissez bien, vous êtes prof à Ketch Management School. Et vous avez surtout fait un rapport pour le Conseil économique et social sur la prévention des risques psychosociaux. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler dans quel cadre ça s'est fait et c'est des préconisations, enfin, quelles sont les préconisations du CESE? Oui, alors brièvement, j'ai un parcours quand même de DRH de 28 ans dans la fonction ressources humaines et j'ai retrouvé des analogies avec ce que vous avez dit, Madame la vente privée, puisque j'ai été DRH de GEM+, pendant 10 ans, qui est devenu Gemalto, qui est au CAC 40 maintenant, et je recrutais 500 personnes par an, et j'avais une moyenne d'âge à 30 ans, et c'était il y a 15 ans. Donc, et puis il y a eu la bulle Internet là-dessus, et voilà, et toute une crise. Donc tout ça pour dire que quand même il y a des choses un peu récurrentes sur toutes nos problématiques. Alors effectivement, je suis aussi donc, au Conseil économique, social et environnemental, à la section travail et emploi, et à la délégation droits des femmes, et donc à la demande des organisations syndicales, c'est la CGT qui préside la section travail et emploi. Nous avions d'ailleurs Thierry Lepan jusqu'à il y a un mois qui était dans notre section, et donc qui a souhaité qu'on travaille sur ce sujet. Et donc pour la petite histoire, moi je voulais qu'on l'appelle de la prévention des risques psychosociaux à la qualité de vie au travail, et ils ont dit non, on reste sur la prévention des risques psychosociaux. Pas de QVT, c'est un autre sujet. Donc, vous avez peut-être raison, il y a quand même quelques corrélations. Bon, donc 9 mois, 10 mois d'audition, dont vous, et d'experts sur ces sujets-là. Donc, on a abouti effectivement à 22 recommandations assez diverses dans leur registre. Pour la première fois, en rappelant un certain nombre de grands principes qui rejoignent le sujet qu'on a vu aujourd'hui, et ça j'insiste toujours sur ce point, sur le fait qu'il faut que ces sujets soient abordés au plus haut niveau de l'entreprise. Alors je ne parlerai pas de toutes les recommandations plus techniques, sur la reconnaissance de certaines pathologies, sur l'aspect juridique qui était quand même encore un petit peu incertain, voilà, et instable. Bon, vous retrouvez toutes ces recommandations, mais on a mis pour la première fois quand même en amont des principes qui doivent être importants, prendre au plus haut niveau de la gouvernance de l'entreprise des sujets comme la santé au travail, quand même très liés à la qualité de vie au travail, en amont, dans les conseils de surveillance, dans les conseils d'administration. Alors, je fais le lien avec ce que j'ai entendu à l'instant, puisqu'on voit quand même que les 3 grands types de leviers, si ma mémoire est bonne, il y a quand même la notion de gouvernance qui a été en 3e, qui a été bien pensée, gouvernance, communication, valeur de culture. Et comme je dis toujours sur ces sujets, et ce qu'on constate aussi auprès de nos adhérents, parce que je suis aussi vice-présidente de la LDRH, on a à peu près 5 DRH adhérents, j'en dirai un mot aussi, puisqu'on a fait une enquête auprès de nos DRH pour voir un petit peu ce qui les préoccupe le plus actuellement dans les thématiques. Eh bien, effectivement, on voit quand même aujourd'hui que c'est pas forcément au plus haut niveau des préoccupations que ces sujets-là sont abordés, alors que ça le devrait, et que au fond, c'est un petit peu, si je puis dire, le pansement sur la jambe de bois. C'est-à-dire que si on ne traite la qualité de vie au travail et ces notions de bien-être au travail, c'est bien, mais uniquement en mettant, effectivement, en travaillant sur les locaux, en mettant des crèches collectives, des salles de sport, c'est très bien, il le faut aussi. Mais si en amont, la stratégie de l'entreprise n'est pas claire, le salarié sent qu'il y a des zones pas claires, qu'il ne voit pas bien où l'entreprise va, qu'il y a des problématiques d'éthique qui ressortent parce qu'on est à l'ère quand même de l'Internet, et par rapport à ce que j'ai vécu chez GEM+, on n'avait pas tout ça. Et déjà, c'est quand même fondamentalement en 2000 un problème d'éthique, de gouvernance, quand on est rentré en bourse, qui a déchaîné après une crise majeure qui quand même a abouti à 2000 suppressions de postes. Bon, il y avait la bulle Internet aussi, mais enfin, il y a quand même eu un déclenchement de crise qui est parti de la gouvernance. Parce que quand on est rentré en bourse, ce mérite-là, il y a des choses qui sont apparues que les salariés ne savaient pas. Voilà la parenthèse. Donc ça me paraît quand même fondamental, et je me bats beaucoup pour qu'on le retrouve dans les codes de fonctionnement
fonctionnement des structures de gouvernance. De la même manière qu'il y a effectivement un comité de rémunération dans le conseil de surveillance, il y a des comités de gestion de risque, il y a des choses sur la finance. Je trouve que fondamentalement, il doit y avoir un comité autour de la responsabilité sociale et sociétale, mais qu'on doit le traiter au plus haut niveau, et pas uniquement quand il y a une crise, soit parce qu'on est dans des problématiques d'attractivité, j'ai connu ça aussi, parce qu'on traitait énormément, donc pour être attractif et recruter les meilleurs, du coup, on est très attentif à tous ces sujets-là, soit parce que malheureusement, on a une problématique économique, et que là, du coup, on se dit, vite, il faut traiter le social, parce qu'on a une crise. Donc il faut vraiment, je pense, mettre les choses dans l'ordre, et je suis enchantée de voir qu'on le retrouve dans mes études qui ont été faites, et dans les leviers. On le retrouve bien. Et donc, pour revenir sur le management de proximité, on parle beaucoup, et de management tout court, parce qu'un cadre, même à un niveau aujourd'hui, un cadre de direction, il est souvent entre le marteau et l'enclume. On lui demande beaucoup de choses. Il voudrait aussi effectivement motiver ses équipes, il est là pour ça, mais quelquefois il n'a pas tant de marge de manœuvre que ça. C'est pas aussi simple que ça. Il est souvent dans des contradictions, dans des messages contradictoires à passer. Donc là aussi. Et pour l'anecdote, j'étais dans un époque chez Honnête, c'est 57 000 salariés. Il y avait pris d'affaires sociales. On a mis en place un gros plan de prévention des risques psychosociaux. C'est pour ça que le sujet m'intéresse particulièrement. Et il a fallu que je m'y reprenne à 3 ou 4 fois pour que le comité de direction aussi ait l'action de sensibilisation à la prévention des risques psychosociaux qu'on a après déployé auprès de tout le management. Oh ben non, nous, on n'en a pas besoin, on n'a pas le temps. Il a fallu que je m'y reprenne à 3 ou 4 fois et j'y suis quand même arrivée. Et après, ils se sont dit, ah ouais, c'était important qu'on sache de quoi on va parler après à nos managers. Mais vous voyez, c'est quand même pas si évident que ça. Alors, ensuite, 2 points, quand même, pour faire un petit détour par la dernière enquête qu'on a faite auprès de nos DRH. Je reprends ma casquette à DRH. Qu'est-ce qui préoccupe le plus? C'est quand même l'engagement des salariés. Donc, c'est quand même un sujet, là aussi, qui est important de pouvoir retrouver. L'innovation en RH et la gestion de crise. C'est les 3 gros sujets qui préoccupent le plus les DRH. Vient en 4e tout de suite la qualité de vie au travail. Donc vous voyez, juste pour dire que ce sont vraiment des sujets aujourd'hui qui préoccupent les DRH, sur lesquels ils veulent pencher. Il y a le dialogue social qui est très près aussi. Et au fond, moi mon ressenti maintenant un peu avec le recul, maintenant j'enseigne, je suis auprès de jeunes, il y a un vrai sujet aussi sur la formation dans les écoles de management et dans les écoles d'ingénieurs. J'ai beaucoup planché là-dessus dans le rapport, vous verrez qu'on en parle, il y a des préconisations, ça revient sans arrêt, il y a un manque flagrant de formation sur l'humain, sur comment ça se passe dans l'entreprise, réellement la relation de travail. Alors ils vont tous en enseignement électif sur le marketing, la finance, tout ce qui est un peu... Alors ça les passionne. La RH, c'est quand même plus poussif, ils y viennent moins. Et j'ai souvent des discussions avec un collègue qui est prof à HEC, Charles-Henri Desservières, qui disait qu'on avait carrément supprimé l'enseignement en RH. Il a fallu qu'ils se battent pour qu'on le remette, mais il allait supprimer. Donc, je ferme la parenthèse, mais c'est pas étonnant qu'après, au niveau du management, on dise qu'il y a des problèmes dans l'entreprise. Parce que, d'abord, tout le monde ne peut pas être manager, ça c'est aussi une fausse croyance qu'on évolue verticalement. Mais non, il y a des gens qui sont toujours en difficulté pour manager des équipes, mais il faut qu'on travaille quand même dès l'amont sur la formation des plus jeunes. Et donc, j'en reviens justement sur un point qui n'est pas trop ressorti, et qui me paraît important, qui est la formation, justement. La formation. Parce qu'on parle de prévention primaire. Alors, lors de ce rapport sur la prévention des risques psychosociaux, on a auditionné M. Ratier, qui a fait un très gros rapport à la Direction générale du travail sur tous les outils bureautiques, informatiques, les TIC, qui sont quand même apparemment un facteur de stress dans l'entreprise. Et il nous a montré des chiffres, c'est pas moi qui les ai inventés, puisque c'est dans son rapport, qui montre une forte baisse de la formation continue en informatique depuis 1999, en France particulièrement, par rapport aux autres pays européens, une très forte décroissance. Je ne dis pas qu'il y a forcément un lien cause à effet, mais il me semble, ça c'est la praticienne qui parle, que
Dans un certain nombre d'entreprises et d'organisations, on part un petit peu de l'acquis, les gens maîtrisent très bien tout ça, sauf que y a peut-être une forme de souffrance, et qu'il y a en tout cas une déperdition certainement de productivité, et que les salariés ne sont pas toujours si à l'aise que ça avec ces outils. Et plus généralement sur la formation, je regardais une enquête qui est également très intéressante, européenne, parce qu'on a aussi eu ce volet européen. J'aime bien qu'on se situe au niveau de l'Europe. Il y a eu la 5e enquête européenne sur les conditions de travail, la Eurofound, et j'ai un peu regardé. Finalement, la France se situe pas mal. Hein. Là aussi, vous avez raison, d'entrée de jeu. Non, c'est pas. On a plutôt une raison, on se situe pas mal en termes de bien-être au travail. Mais là où on est vraiment en queue de peloton, c'est sur la qualité du travail intrinsèque. C'est-à-dire le ressenti des salariés sur la qualité du travail intrinsèque. On est bas, très très bas par rapport aux autres pays européens. Et le deuxième sujet, c'est la formation, l'adéquation entre la formation demandée et la formation réalisée. On est le dernier pays sur la formation. Je vais faire un parenthèse puisqu'il y a des débats en cours sur une énième réforme de la formation. Et finalement, le lien aussi avec le problème de fond en France, qui est, on parle beaucoup des outils, de la tuyauterie, entre guillemets, sur la formation, et pas le fond. Est-ce que vraiment on forme les salariés, nos salariés, sur ce dont ils ont le plus besoin? C'est une vraie question, et plus largement sur le problème que rencontrent finalement, de fait, les DRH aujourd'hui, qui est, ça, c'est franco-français, une masse de textes à gérer, vous avez parlé de communication, vous avez tout dit, on est sur les contrats de génération. Bah oui, c'est bien, bon, il y a un nouveau dispositif, mais du coup, alors on est là-dessus, puis après demain, ça sera une réforme de formation, et tout ça se rajoute, c'est comme une feuille, on est, je vais être vulgaire, mais littéralement bouffé par tout ça, et au détriment de ce qui doit être vraiment le rôle majeur, qui est l'apprentissage versus le business, la stratégie d'entreprise, j'en reviens à ce que je disais, tout ça n'a de sens que si on le corrèle. Pourquoi l'entreprise est là? Qu'est-ce qu'elle produit? Voilà, c'est pas la même chose dans les services que dans l'industrie. Et finalement, c'est là qu'on va avoir une vraie qualité de travail, parce qu'on va avoir des salariés motivés, bien dans leur travail, et avec une bonne performance sociale. Juste une dernière question, parce que je sais que vous êtes à l'impératif. Oui, je suis désolée, parce que je dois partir. J'avais une matinée de conférence sur le même sujet, au laboratoire d'assurance. Bon, donc je vais être plutôt dans le... Juste votre ressenti avec toutes vos cascades, si on est tout dans la prévention, est-ce que vous avez le sentiment qu'on est aujourd'hui encore plus dans le curatif, dans la réparation, que dans la prévention? Je pense qu'on est souvent plus sur le... Vous voyez qu'il y a 3 niveaux de prévention. On est plus souvent sur la prévention tertiaire. Quand on a agi sur ces plans de prévention, je parle des risques psychosociaux, on a mis en place des cellules d'écoute, c'est très bien, il le faut aussi. Parce que les salariés, souvent, ils cachent tout ça. Au passage, vous avez parlé des situations de harcèlement, quelque chose qu'on sous-estime beaucoup. Je reprends ma casquette droit des femmes, c'est le harcèlement sexuel, c'est une problématique de harcèlement sexuel qui ne remonte pas ou peu. Situation de crise quand même économique, on se tait, on dit rien. Des vraies souffrances quand même autour de ça. Donc oui, c'est nécessaire, mais la prévention primaire, bon, elle est peut-être un petit peu plus négligée pour toutes les raisons que je viens de développer. Je pense qu'il faut qu'on bosse là-dessus plus, mais il faut les 3 niveaux. Pour qu'un plan soit efficace, il ne faut pas les décorréler, il faut les 3 niveaux de prévention. La prévention secondaire, qui est plus sur qualité de vie au travail, tout ce qui va faire que les gens vont être mieux, et que donc, du coup, bon, oui, c'est important aussi, effectivement. Donc il faut les 3 niveaux de prévention, mais c'est vrai qu'on est plus naturellement, c'est peut-être plus aisé aussi, ça met en cause des problématiques de pouvoir. Donc, c'est vrai que quand vous avez un patron qui porte ça au plus haut niveau, généralement, je ne dis pas que c'est facile, mais on arrive à faire des choses intéressantes. On le sait tous en tant que DRH, quand on a vécu auprès de patron qui porte ça, effectivement, on déroule sans avoir à dire attention, c'est stratégique, il faut faire ci, il faut faire. Donc, c'est très important quand même, la gouvernance et la vision peut avoir un président, un leader sur ces sujets-là. Merci beaucoup. Hervé Lanuzel, à la tête, vous êtes un acteur important. On passe à la formation. Je suis désolée, je vais devoir vous laisser. Merci beaucoup. Hervé Lanuzel, vraiment, il y avait aussi, à la NAP, vous êtes un acteur important en termes de prévention des risques psychosociaux, de qualité de vie au travail. Je compte vraiment sur vous pour vous expliquer la
on passe justement de prévention des risques psychosociaux à une logique plus large, plus globale, plus proactive de la qualité de vie au travail. Oui, alors, je pense qu'on va l'amener vraiment, vous avez tout dit beaucoup de choses, donc je modifiais mon propos au fur et à mesure que je l'entendais, en disant ça c'est dit, ça c'est fait, ou alors je le redis peut-être d'une autre manière, pour pas vous. C'est difficile. Ouais, déjà, en arrivant tout à l'heure, vous avez dit une phrase très importante, hein, je rebondis dessus, vous avez dit les stratégies sociales ne sont pas toujours alignées sur les stratégies industrielles. Alors, je crois que c'est vous, monsieur, qui avez dit ça tout à l'heure. Je crois que tout est dit. Et au plus fort de la question sur les psychosociaux, mais c'est ce que vient de redéfendre Mme Bonnet, à chaque fois les journalistes me disaient mais qu'est-ce qui fait dans une entreprise quand il y a un plan d'action RPS, ça marche ou ça marche pas? Et j'ai toujours dit il n'y a que deux types d'entreprises. Il y a celle dans laquelle le plan social est effectivement déconnecté de la stratégie de l'entreprise, c'est-à-dire véritablement, le plan d'action est déconnecté de la stratégie de l'entreprise, c'est-à-dire grosso modo il y a une stratégie de transformation de l'entreprise, il y a un projet industriel, économique, quel qu'il soit, on n'est pas toujours dans l'industrie, mais il y a un projet économique, et puis à côté, il y a l'implication de faire un plan d'action parce qu'on est plus de 1000 et à ce moment-là, on va traiter effectivement socialement, mais en deuxième analyse, les risques psychosociaux. Et c'est complètement déconnecté de ce que disent, y compris les managers. Et ce qui expliquait d'ailleurs il n'y a pas très longtemps un colloque qualité de vie au travail qu'on avait fait introduire par M. Pépi qui disait le lundi, je dis à mes managers qualité de vie au travail en premier, et puis le mardi, je leur dis au fait, vous vous souvenez que le ratio de productivité, le taux de socialité la semaine prochaine doit être atteint. Et donc on voyait bien qu'il y avait d'un côté le projet industriel, le projet 1, et comme dit, une asymétrie entre d'un côté le projet de l'entreprise et puis de l'autre le projet social. Donc c'est clair que la différence entre les entreprises, que ce soit en matière de QVT ou de RPS, mais c'est particulièrement vrai pour les RPS, et c'est ce qui fait peut-être qu'aujourd'hui il y a un basculement qui s'opère, c'est que soit effectivement la direction est complètement impliquée et fait monter les conditions de travail dans sa stratégie, soit elle en fait un élément d'accompagnement social, et tous les DRH qui sont ici savent à quel point ça peut devenir difficile, à quel point ils vont ramer. Et il peut y avoir une espèce de bouée de débrayage. Moi j'ai vu des très très grosses entreprises, d'ailleurs il nous sollicite en ce moment intéressant, qui a mis un plan, qui était parmi les premières à mettre un très gros plan d'action sur les RPS en 2009 et qui était complètement déconnecté aujourd'hui, qui est complètement à la panade parce que bien évidemment les salariés n'y croient plus du tout, ils ont bien vu la déconnexion totale entre ce plan d'action, ce qui était annoncé, et puis par ailleurs ce qui se vivait au quotidien. Et ce qui fait à mon avis qu'il y a un basculement qui s'est opéré, c'est quand même intéressant, il y a eu un accord interprofessionnel qui a été signé le 19 juin par les partenaires sociaux, au moment même où tous les partenaires sociaux disent arrêtez de nous asséner de négociations, avec ce qu'on appelle la négociation administrée, tout assorti d'obligations 1%. Donc il y a des obligations de négocier dans tous les sens, et pour autant, donc c'est pesant, et moi aussi j'étais en entreprise il n'y a pas si longtemps, je suis le premier à vous dire que pour avoir travaillé sur les textes à une époque, au lieu de les faire appliquer ensuite, j'ai bien vu que la difficulté, la manière dont ça se posait dans l'entreprise. Et pour autant, donc, les partenaires sociaux signent un accord, ce qui veut bien dire qu'ils éprouvent le besoin de passer ce cap-là. J'y reviendrai parce que vous avez parlé des contrats de génération, des obligations de négocier. Dans la NIF, justement, il y a une clause qui est extrêmement intéressante qui incite à faire des accords uniques, des accords globaux, c'est-à-dire à dire eh bien, autorisez-nous, à dire au pouvoir public, autorisez-nous. C'est pas qu'on ne veut pas discuter des qualités professionnelles, qu'on ne pourrait pas discuter des problèmes de génération dans l'entreprise, mais pas sous un angle aussi segmenté. Autorisez-nous à faire un accord unique, à faire des diagnostics globaux et à travailler sur l'ensemble de ces questions-là avec notre temporalité d'entreprise. Et on voit bien que les partenaires sociaux disent, finalement, on veut bien négocier sur ces sujets-là, y compris les organisations syndicales, on veut bien y aller, mais avec, encore une fois, quelque chose qui correspond à notre réalité de terrain et pas uniquement à une segmentation de politique publique. C'est compliqué à mettre en œuvre, mais je pense que c'est faisable, puisqu'à l'ANAC, on a accompagné les entreprises qui l'ont fait. Je reviens sur ce que je disais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises veulent travailler sur la qualité de vie au travail, veulent effectivement, on négocie sur ce sujet-là, à mon avis, c'est justement le lien avec la performance. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça va remonter à l'agenda stratégique du comité exécutif et des actionnaires? C'est parce qu'à un moment donné, il y a des entreprises qui constatent que ça ne paraît pas énormément dans l'étude, parce que c'est pas formulé comme ça, à mon avis, par les salariés, mais c'est bien formulé par la DRH, Mme Bonnet vient de le dire. À un moment donné, il y a un problème d'engagement. Quand il n'y a pas d'engagement dans l'entreprise, il n'y a pas de performance. Et vous avez des entreprises qui, alors qu'elles ont tout pour réussir, alors on a des cas bien plus dramatiques que le vôtre, il y a des entreprises dans lesquelles tout est réuni pour que ça aille, il y a une bonne visibilité, mais il y a un problème d'engagement qui est lié à, on n'a pas le temps de rentrer dans les causes, mais souvent les transformations, là aussi, les changements et les transformations ne sont pas formalisés comme ça par les salariés, mais nous, de plus en plus d'entreprises viennent nous voir, et quand elles formulent leurs questions, on voit bien que derrière, en réalité, ce qu'elles veulent qu'on nous aide à traiter, c'est la transformation qu'elles vivent. Soit des transformations rapides, soit des transformations de long terme. Et de plus en plus d'entreprises viennent nous voir en me disant aidez-nous à travailler sur l'après-transformation. La transformation, elle arrive à le mettre en place, mais c'est après, quand elle a été mal conduite, mal menée, quand une deuxième transformation arrive, que là, les salariés sont plus engagés et que l'entreprise n'arrive plus à obtenir cette performance. Et donc ça, c'est intéressant parce que je pense qu'aujourd'hui,
l'accord QVT met bien en évidence, mais de manière très explicite, la question du lien entre la performance globale de l'entreprise, pas que la performance sociale, la performance économique, la performance globale de l'entreprise et l'engagement des salariés. Bien évidemment, on peut imaginer que si les salariés sont bien dans leur travail, ils vont s'y engager, et qu'ils s'ils sont engagés dans le travail, eh bien l'entreprise va avoir la performance. Là, il n'y a pas besoin d'avoir des modèles économétriques très très développés pour partir de ce que moi j'appelle un postulat. Il ne faut même pas essayer de le démontrer. Il faut par contre avoir effectivement un comité exécutif totalement convaincu de ça, et il l'est en règle générale quand il constate qu'il n'a pas la performance. C'est un peu dommage, mais effectivement, c'est au moment où l'entreprise constate qu'elle n'atteint pas la performance qu'elle se pose la question de pourquoi, et quand elle voit que tous les autres facteurs sont réunis, c'est peut-être effectivement une question d'engagement des salariés sur laquelle il faut travailler. Ce qui veut dire que quand vous me dites quelle est la différence entre RPS et qualité de vie au travail, je me suis dit, je vais avoir des DRH en face de moi, hein, c'est un peu, j'ai envie de dire, la qualité de vie au travail est au RPS, ce que la GPEC est au plan de sauvegarde. Hein, c'est-à-dire que quand il y a un plan de sauvegarde, la Cour de cassation l'a entendu, il faut faire de la GPEC. On sait tous, quand on est en entreprise, quand on est dans le show, c'est pas au moment où il faut traiter un sureffectif que vous allez faire de la GPEC. Moi j'avais beaucoup travaillé, j'ai un vieux souvenir, quand j'étais à la DGT sur la codification du code du travail, à la séparation des deux, en disant arrêtons de faire croire qu'on fait de la GPEC quand on est à chaud. Quand on est à chaud, on traite la situation. C'est dommage, c'est trop tard, c'est comme ça, mais il faut traiter la situation. On va mobiliser des outils, et quand on fait de la GPEC, on est à froid. Et je crois qu'en matière de QVT, c'est la même chose, on travaille à froid, on travaille sur les déterminants, beaucoup plus qu'en matière de RPS, où là on est dans une logique d'exposition intéressée. C'est-à-dire j'ai des gens qui sont exposés à des risques, et je vais prendre un certain nombre de dispositions, comme le code du travail m'y oblige, pour les soustraire de ce risque. Mais on est quand même dans une logique où on subit plus qu'on est proactif. C'est-à-dire qu'on est en train de vouloir effectivement traiter notamment les situations à chaud, comme vous l'avez dit depuis tout à l'heure. Il faut bien évidemment avoir des dispositifs qui permettent de prendre en charge les personnes en difficulté, parce que ça arrivera toujours, il y aura toujours des personnes en difficulté, on n'échappera jamais à des tensions dans l'entreprise. Donc il faut pouvoir analyser ces tensions, savoir les détecter, puis avoir des dispositifs de prise en charge des personnes. Ça, c'est totalement indispensable. Mais ça ne fait pas une politique de prévention, et ça ne fait surtout pas une politique de qualité de vie au travail. Ce n'est pas ça qui fait l'engagement dans l'entreprise. Donc, passer le cap supérieur, c'est évidemment, encore une fois, mobiliser d'autres ressources. Ce n'est plus une question de médecin du travail, ce n'est plus une question de CHSCT, ce n'est plus une question de document d'évaluation des risques. Ça existe, c'est une réalité. Mais ça ne fait pas, encore une fois, le passage supplémentaire à une politique qui est vraiment une politique proactive de qualité de vie au travail. Alors, moi, il y a énormément de choses dans l'accord interprofessionnel. Je voudrais faire un focus sur deux qui ont déjà été évoqués, hein, mais qui montrent à quel point quand même il y a une maturité à l'heure actuelle des partenaires sociaux. Au passage, la CGT n'a pas signé l'accord, mais elle a deux doigts de le faire. Et aujourd'hui, puisque l'ANAC a été cité comme accompagnateur de l'accord, on fait le tour des partenaires sociaux et ils entendent bien rester dans le dispositif, suivre de près. Ils sont très très... Le contenu de cet accord, ils y ont beaucoup travaillé. C'est-à-dire que ce n'est pas un accord qui est minoritaire, je pense que c'est un accord dans lequel effectivement il y a un fort engagement des négociateurs. Tout le monde n'a pas signé, mais tous les négociateurs ont été présents jusqu'à la fin et très impliqués. Il faut non plus, effectivement. Mais, tout à fait. Il faut les CGT n'ont pas signé, mais ils ont négocié jusqu'à la fin, et la CGT, on a vraiment pensé jusqu'à la dernière minute qu'ils allaient signer. Et aujourd'hui, ils nous disent, en tout cas, on reste très très intéressé à ce qui se passe et on va suivre les expérimentations, puisque c'est un accord qui a prévu de capitaliser les expérimentations pour voir ce que ça donne et la nécessité éventuellement de passer à un autre accord. Donc moi je voudrais faire un focus sur deux points dans cet accord qui me paraissent extrêmement intéressants. La fameuse, parce que ça prouve qu'il se passe quelque chose en ce moment dans les entreprises, la possibilité d'ouvrir des espaces de discussion, ça existait déjà. D'ailleurs le fait que les partenaires sociaux disent, il y a les instances représentatives du personnel, il y a la négociation collective, mais ça on sait ce que c'est, la négociation c'est je signe ou je signe pas, et je suis dans une logique de négociation, avec derrière la logique de revendication, c'est normal. Il y a la logique de représentation du personnel avec une logique de consultation. Et là, on voit bien que c'est avis favorable, avis défavorable. Donc, depuis les risques psychosociaux, ce qu'on a vu apparaître, c'est de plus en plus des initiatives autour des espaces de discussion. C'est-à-dire que ça a été très très bien dit depuis ce matin. On voit bien quand même que ce qui s'est passé dans les entreprises de l'heure actuelle et ce qui fait qu'il y a eu des pertes de performance, c'est qu'il y a eu un déficit du dialogue dans les entreprises. Du dialogue social, mais au sens large, pas le dialogue uniquement entre organisations et salariés et employeurs, du dialogue professionnel entre managers et entre salariés. Et là, je ne vais pas vous refaire l'article sur tout ce qui s'est dit sur le fait que les managers faisaient de plus en plus de reporting, étaient de plus en plus éloignés de la réalité du travail, mais n'empêche qu'effectivement, il y a un écart grandissant qui s'est produit entre ce que les salariés vivent sur le terrain, ce qu'ils ont envie de dire, vous l'avez dit, quand on leur demande leur avis sur la manière de faire le travail, sur les raisons pour lesquelles ça ne marche pas, ou les raisons pour lesquelles ça marche, ou ça pourrait marcher mieux, ils sont hyper partants.
Et ces espaces-là, on s'est aperçu qu'effectivement, ils n'existaient pas. Et le fait que les partenaires sociaux les reconnaissent, beaucoup de gens disent finalement, vous êtes en train de refaire les lois roux avec les droits d'expression. Oui, sauf que le droit d'expression, il était essentiellement, il mettait quand même les représentants du personnel en première ligne, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, les partenaires sociaux admettent le fait que, indépendamment de leurs prérogatives, il existe des espaces dans lesquels salariés et managers peuvent discuter directement entre eux des difficultés du travail quotidien. Que ces espaces-là, évidemment, il faut les créer, il ne faut pas les institutionnaliser, parce qu'il y a plein de formes très différentes d'une entreprise à l'autre. J'imagine que chez l'entreprise privée, ça ne se passe pas de la même manière qu'à la SNCF ou dans les entreprises de la métallurgie. On va avoir des formulations, mais encore une fois, c'est pas parce que c'est pas dans le code du travail que c'est interdit, hein, on peut faire des choses. Et donc, mettre en place ces espaces de discussion pour effectivement renouer le dialogue entre les managers et les salariés, c'est extrêmement important. L'accord insiste là-dessus. Et moi, j'avoue qu'en pratique, pour en avoir vu, assisté ou fait mettre en place, ça produit des choses assez extraordinaires, ça débloque des situations, ça recrée de l'engagement. Alors le problème, et j'arrive au deuxième point, c'est que dire ça, c'est une chose, ça suppose, on l'a dit tout à l'heure, d'avoir embarqué la direction. Mais même quand la direction est embarquée, même quand le COMEX vous dit bah, faites-le, allons-y, faisons ça, effectivement, on est convaincu. Vous avez vos managers qui, eux, n'ont pas été formés, n'ont pas été préparés à ça. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans cette logique-là. Moi, il n'y a pas très longtemps, l'entreprise était heurtée par ça, où les chefs d'atelier ou les chefs de projet me disaient moi, je n'ai pas été recruté pour faire ça. Moi, je suis ingénieur, métallurgiste, je suis un des meilleurs dans mon secteur, je suis là pour fabriquer des alliages très haute spécialité, je ne suis pas là pour faire le bien, le bonheur, etc. Et donc, créer effectivement ce dialogue-là, c'est quelque chose auquel ils ne sont pas du tout préparés. Et donc, la question, et ce sur quoi l'accord insiste bien aussi aujourd'hui, c'est que finalement, dans beaucoup d'entreprises, on se dit qu'est-ce que j'attends de mes managers? On devrait se dire en tout cas qu'est-ce que j'attends de mes managers? Et deuxième question, de quoi ont-ils besoin pour le faire? Et il faut aussi leur demander leur avis, il ne faut pas décréter à leur place, mais de quoi avez-vous besoin? Voilà ce qu'on attend de vous maintenant et de quoi avez-vous besoin pour le faire. On n'attend pas de vous, plus de vous que vous fassiez exclusivement du reporting, mais que vous ayez une capacité effectivement à discuter avec les salariés sur le terrain des difficultés qu'ils rencontrent et des mesures qu'ils peuvent mettre en place pour les aider à résoudre ces difficultés, hein, les compromis du travail, les fameuses. Et ça s'invente pas quand même. Il ne suffit pas de le décréter et d'envoyer les managers en leur disant tous les jours vous allez commencer par un quart d'heure pour parler de ce qu'il y a besoin. Parce que moi je l'ai vu faire dans les entreprises. On a dit à partir de maintenant on arrête les réunions le matin et les managers sont sur le terrain. Si vous ne les préparez pas à ça, c'est une souffrance pour tout le monde, c'est une souffrance pour eux, ils vont être très maladroits. Parfois même, ils vont créer des blocages où ils vont être dans l'injonction paradoxale parce qu'ils vont effectivement préconiser ou dire qu'il y a des choses qu'ils n'auront pas les moyens de faire. Donc, si on envoie les managers, pour une fois, c'est pourquoi faire? Donc, il faut vraiment répondre à cette question, c'est de dire de quoi ont-ils besoin? Qu'est-ce que j'attends d'eux plus exactement aujourd'hui et de quoi ont-ils besoin pour le faire? Et là, on arrive à la question de la formation. Je crois que ça a été très bien dit par Mme Pounet, je crois que vous l'avez dit, en filigrane aussi. Je pense que l'écueil qui nous attend aujourd'hui, ça serait de croire qu'il suffit de faire une formation one-shot sur le comportement du manager pour effectivement avoir résolu la situation. Et je crois que vous avez parlé de parcours tout à l'heure, c'est extrêmement important. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a un travail de longue haleine. On ne va pas du jour au lendemain transformer les modes managériaux et les postures managériales et la façon effectivement de gérer ces situations-là. Donc il faut effectivement accepter le fait que le management c'est une compétence. Ça suppose qu'effectivement on l'inscrit dans le référentiel de compétences et qu'une personne qui va monter en compétence dans l'entreprise, eh bien elle devrait avoir effectivement validé un certain nombre de savoir-faire sur le plan managérial, pour non plus manager des systèmes, mais manager du travail. Aujourd'hui, ce qu'on attend des managers, c'est qu'ils managent le travail, c'est pas uniquement qu'ils managent le système. C'est bien dit par un Brunet. On a des gens qui sont effectivement très bons en sciences de gestion, ils ont complètement perdu de vue que derrière, il y a des hommes. Et que, encore une fois, si les hommes sont pas engagés, eh ben, ils vont faire ce qu'ils veulent, ça ne marchera pas. Donc ça veut dire qu'il faut effectivement, et là je pense que les RH ont un travail monumental, il faut rentrer dans une logique de parcours de formation, et ça, il y a une grosse ingénierie derrière. Nous, on est en train de faire l'état des lieux, c'est pour ça que j'ai dit à Mme Brunet, on se voit juste après. On est en train de faire l'état des lieux des formations qui existent à l'heure actuelle en matière de management. Alors il y a de plus en plus d'initiatives qui se prennent, mais c'est intéressant d'aller voir ce qu'il y a dedans. C'est quoi le contenu derrière le management du travail, etc. Quand on va revoir les référentiels, quand on va voir le contenu de ce qui est dispensé, outre le fait que c'est souvent très court, on voit bien qu'encore une fois, on est assez loin de ce qu'on attend véritablement. Donc il y a un gros travail à faire sur ce plan-là. C'est à ça à quoi on va s'atteler d'ailleurs à l'ANAC dans les mois et les années qui viennent, pour structurer un petit peu ça et se mettre encore une fois dans une logique de parcours. Je crois qu'on se ferait un leurre en disant je vais former, c'est comme les formations sur le geste et posture, il ne suffit pas de former les gens au geste et posture qui n'est plus de problème lombaire dans les entreprises, il faut aussi travailler sur l'organisation du travail, là c'est la même chose, il ne suffira pas de former sur la posture managériale pour avoir des managers qui sont à l'abri des injonctions de l'entreprise. Juste une toute petite question avant de passer à Benjamin Graton. On a vu les accords des groupes de travail, du groupe ABA, de Thales, du gros groupe. Est-ce que c'est possible de s'en emparer
Oui, alors ça c'est effectivement extrêmement intéressant parce que on a toujours tendance à penser que la qualité du travail c'est l'apanage des grosses entreprises. À l'ANAC, vous savez qu'on a un réseau d'associations régionales qui elles sont beaucoup plus ancrées sur le territoire et sur les PME. Et à l'heure actuelle, quand on fait le recensement des activités ou des initiatives, voire des accords qui sont conclus, ou des plans d'action, parce que pour l'instant, c'est pas tellement en termes d'accords que ça se pose, je suis d'accord avec vous, c'est plutôt effectivement des entreprises qui prennent des initiatives, qu'on peut vraiment qualifier elles-mêmes de qualité du travail, mais sans signer forcément un accord. Donc on constate qu'on a beaucoup, vraiment je pourrais vous citer un nombre assez impressionnant de PME, j'ai en tête des PME 70, 200 salariés, qui ont mis en place des politiques de qualité du travail très très matures, où elles vont vraiment sur le vrai, et vous l'avez dit tout à l'heure, elles ne vont pas sur le périphérique, elles ne vont pas sur les comportements individuels, où elles ne se restreignent pas effectivement à des gadgets de qualité de vie au travail, qu'on les entend parfois dans la presse. Elles vont vraiment dans le vif du sujet, sur ces espaces de discussion, sur les modalités effectivement de formation des managers, sur la négociation d'accords uniques. On a vu des PME de 150 salariés faire un accord unique sur l'égalité professionnelle, pénibilité, senior, et qui intègre aujourd'hui le contrat de génération, qui est conforme à la loi, c'est pas facile, mais elles le font. Et donc c'est tout à fait possible, on a, dans tous les secteurs qui plus est, industriel, économie sociale et solidaire, sanitaire et sociale, et le commerce. On voit des PME qui font un très très bon travail. Elles ne qualifient pas toujours comme ça, mais qui est complètement dans la veine de l'accord. Merci beaucoup. Benjamin Gratton, vous êtes associé du cabinet Better. Vous intervenez beaucoup aussi dans les entreprises. Est-ce que vous avez le sentiment que les entreprises prennent conscience du fait que à la fois RPS et à la fois qualité du travail peuvent être des leviers justement de performance économique? Bonjour. Alors je démarre juste en disant que j'ai pris la place d'Olivier Baudry, qui est le 4e associé, qui présente en ce moment, justement pour essayer de gagner à la DGAC un projet sur ce sujet-là. Donc malheureusement, il n'est pas là, mais je lui fais un petit clin d'œil. Pour revenir sur performance, non, je pense que c'est pas si évident que ça, et justement, il y a une problématique de discussion et de compréhension de la direction de l'organisation sur les liens qu'il peut y avoir. Je pense que c'est aussi lié à la façon dont ce sujet est traité depuis 2 ans. C'est-à-dire que nous, quand on l'a pris en main en 2011, on était effarés par les logiques de dramatisation et de stigmatisation. Évidemment, il y avait des suicides, et donc il fallait dramatiser, mais en même temps, quand on dramatise et qu'on stigmatise, c'est impossible de réussir à engager et à rendre positif, vous avez utilisé le mot de proaction. Et donc il y a vraiment cette difficulté. Je pense qu'on est en train de passer petit à petit ce cap avec, entre autres, ces intitulés de qualité de vie au travail. Donc c'est assez important de l'évoquer. Je piaffais un peu, pas parce que, juste parce que j'avais envie de réagir à certaines choses, et donc si vous me permettez, parce que la performance fera la fin, mais je voulais réagir à ce qu'avait dit Marie-Pierre ou Claire, parce que justement ça a un lien chez Vente Privée. On a un vrai sujet de dialogue social et très clair. Je voulais rebondir là-dessus parce que chez Vente Privée, on a une génération Y qui elle-même ne sait pas ce que c'est que le dialogue social, qui n'a pas de dialogue avec l'entreprise, qui a décidé que c'était un outil pour gagner de l'argent, je facilite un peu, et qui ne veut pas avoir de relation avec son entreprise, ou peu, d'accord, et qui pense que son développement va se faire à l'extérieur. Donc chez Vente Privée, on a beaucoup vu ce sujet-là, qui est comment on fait pour que même un salarié de 28 ou 30 ans, 31 ans, lui-même se réapprie la logique de dialogue social. Il se dit, un syndicat, ça sert à rien. Voilà. Donc c'est intéressant parce qu'il y a une problématique qui est extrêmement neuve et extrêmement lourde à apporter pour la DRH pour construire ces logiques de communication. Puis il y a un patron charismatique, donc en effet les liens de transversalité, la coopération, la communication n'est pas si simple à mettre en place. Donc on avait vécu ça, et pour le redire et pour faire un lien sur la performance, c'est qu'à chaque fois, pour nos 2 entreprises ici, on a travaillé sur la matrice de bien-être, Malette, parce qu'elle a cet intérêt, c'est qu'au final, elle est assez centrale. Elle prend et les éléments de risques psychosociaux, de stress, et elle prend les éléments d'organisation, de management, au sens management de l'organisation. C'est-à-dire que les sujets d'engagement, de reconnaissance ou de fonctionnement, on les retrouve. D'accord ? Donc c'est souvent un bel indicateur parce que ça permet ça. Et ce qui s'est passé avec Vente Privée, c'est qu'on a travaillé aussi l'indicateur de reconnaissance. L'engagement était très fort chez Vente Privée, c'est un indicateur qu'on a suivi. Mais on a travaillé le sujet de reconnaissance parce qu'on a trouvé que le niveau de reconnaissance, c'est-à-dire ce que pensait être, est-ce que les salariés avaient le sentiment d'être bien reconnus par l'entreprise, et c'est pas que la rémunération, c'est là qu'on a plein de choses très intéressantes à voir, est-ce qu'il est suffisant, et compte tenu des ambitions, on va dire, de Vente Privée, on considérait que c'était pas suffisant. Donc pour travailler le plan d'action, on a aussi regardé la reconnaissance derrière le bien-être, d'accord.
d'accord ? Et puis juste aussi pour dire que ces 19 facteurs, ils ont été construits autant nous, là, l'entreprise France, on l'a construit, c'est regroupé naturellement, on va dire, par les réponses des participants à l'étude. Et c'est pour faire répondre à ce que disait Hervé, c'est important. En effet, on est allé les écouter, il y avait des questions ouvertes, il y a eu des entretiens, et donc ces facteurs, en fait, ils ont représenté ce qu'étaient les retours spontanés des salariés. D'accord ? Donc les 19 points, en fait, ont été construits en fonction de ce qu'on a eu comme retour, pour que justement derrière, ils puissent mieux les comprendre. Donc, toute cette logique d'écoute et de communication est extrêmement importante. Chez Vente Privée, on avait, Claire vous l'a dit, en fait, on avait un deuxième indicateur qui était le fonctionnement. Chez Haute-Paris, pardon. Chez Haute-Paris, on a regardé le fonctionnement. Parce qu'en effet, il y avait des dysfonctionnements avérés qui étaient complexes à vivre, et donc on a regardé les dysfonctionnements. Et sur Haute-Paris, ce qui est intéressant, compte tenu de cette fusion dite très rapidement, et c'est pour faire aussi le lien avec ce qu'a dit Hervé, sur la problématique du changement et de la transfo, de la stratégie sociale. Alors, à chaque fois, en effet, nous on évoque beaucoup ce sujet-là, la stratégie sociale associée à une stratégie industrielle, ça va être l'assurance que ça se passe correctement. D'accord ? Ce qui n'est pas si simple que ça, je pense que les DRH globalement vivent cette difficulté-là, en fait. Il y a cette difficulté. Mais surtout, moi je vais réévoquer, j'utilise souvent le mot, c'est pas nécessairement bien, les gens parlent de cycle du changement, moi je parle des cycles de deuil. En fait, ça va trop vite. Et chez Haute-Paris, il y avait le deuil à faire extrêmement fort des anciennes vies, en fait. Et l'année et demie ou les 2 ans et la façon dont ça a été fait n'ont pas permis. Et donc, en fait, le projet en lui-même a été construit pour le faire. Et Claire l'a bien dit, l'idée, c'était d'écouter. En fait, pour faire le deuil, c'est un peu facile, mais si on se sent écouté, si on peut expurger, si on peut dire justement à quel point c'était bien avant et qu'on ne comprend pas pourquoi on nous l'a bousculé, etc., etc. Et donc si on fait ces phases-là, et ben on rentre après dans les phases suivantes où on peut permettre l'acceptation, etc. Et donc en fait, il y a eu ce travail-là, et la différence entre les deux missions, c'est bien que chez Haute-Paris, il y a eu des phases d'écoute beaucoup plus longues, amont et aval, qui ont permis de faire ça, et sans doute qui ont été importantes, en fait, dans la transformation d'entreprise. Et d'ailleurs, souvent, ce que je dis, c'est que notre projet ou notre mission, c'est la première action du plan d'action qu'on va définir. C'est-à-dire qu'en tant que telle, la mission telle qu'on la gère est déjà une mission qui doit être en cercle vertueux, c'est-à-dire travailler sur les sujets qu'on sait être les sujets clés, c'est-à-dire favoriser l'écoute, etc. Donc voilà, donc pour que ça soit lié de cette logique de coperformance, il ne faut pas qu'on s'arrête à stress et bien-être parce que c'est stigmatisant et dramatisant. Il faut qu'on arrive à travailler sur des indicateurs qui permettent à un comité de direction ou à une organisation de se l'approprier aussi. Et nous, on s'est beaucoup rendu compte, à la limite là où on s'en est mieux rendu compte, c'est quand on a perdu les projets. C'est-à-dire que quand on est sur des projets qu'on a vu être des projets sur le bien-être ou sur le RPS, mais qu'en fait n'étaient pas très bien définis, et on a vu des projets qu'on a pu perdre nous-mêmes, qui n'ont pas été lancés chez les clients, parce qu'en fait derrière il est difficile à porter ce projet, parce qu'on n'arrive pas à démontrer que c'est un projet de progression ou de performance. Et en effet, quand on parle de stress et de RPS, c'est difficile de démontrer que c'est un projet de performance. Quand on parle de bien-être, ça va un peu, mais il y a quand même un patron sur 10 qui se dit le hamac au fond du bureau, bien-être, hamac, c'est pas idéal. Et donc on a du mal à faire le lien, je le fais un peu vite, mais nécessairement là, il y a cette logique-là un peu facile, hein, faire un lien entre bien-être et on va moins bosser. Et puis il y a aussi une deuxième chose, c'est un peu comme le deuil, c'est la déculpabilisation. C'est-à-dire que quand même, on a tous été managers et on se sent tous responsables. Et on sait pertinemment en fait ces résultats-là qu'on ne peut pas se dire sur gouvernance, culture, valeur, management, d'accord ? On se dit je suis partie prenante de ces résultats et je suis en haut à droite, je suis dans les moteurs. Moi personnellement, j'ai mis ce sujet un peu dans les moteurs, enfin je suis un des petits maillons, et donc il y a une difficulté à l'accepter et à le prendre en main. Donc je trouve qu'il faut beaucoup de courage, entre autres. J'ai eu peu de dirigeants de ce type-là, et le patron de Paris pour ça avait cette force-là, hein, c'est-à-dire qu'il n'avait pas d'état d'âme, il a dit on est out, on n'est pas bon. Donc maintenant on y va, on est très transparent. Et c'est extrêmement important parce que ça a eu un déclic fort, c'est-à-dire que la posture, et donc la posture du comité de direction, la façon dont elle s'approprie, dans une boîte de 900 personnes, le DG avait cette force-là, ça a eu beaucoup d'impact. Et on voit de temps en temps, nous dans nos contacts DRH, cette difficulté à ensuite derrière l'approprier. Donc souvent, pas de façon manipulatoire, mais je parle des axes. Je dis mais en fait, quel est l'axe qui représente mieux la culture de votre organisation, sur lequel l'ensemble de l'entreprise pourrait travailler et lequel il pourrait s'approprier. Et notamment, entre autres, les décideurs, c'est-à-dire le comité de direction. Si c'est l'axe mobilisation ou reconnaissance, qui est un bel axe, en utilisant celui-là, nous, de toute façon, on est capable de travailler le stress et de vérifier quels sont les quelques leviers à actionner en plus
pour s'assurer que ça soit vraiment performant et qu'on travaille la qualité de vie au travail au sens global. Voilà. Très bien, merci beaucoup Benjamin. Je vais garder